Bienvenue pour À Bon Port. Nous sommes à Cannes, à l'occasion des régates royales de Cannes, qui font partie du Panerai Classic Yacht Challenge, avec comme invité aujourd'hui l'exceptionnel Philippe Monet, navigateur, armateur, aventurier des mers, de la terre et du reste. Derrière nous, nous avons l'un de vos bateaux qui s'appelle Lys, un voilier classique. Oui, alors voilier classique, on entend sont des catégories. Il y a les anciens, ceux qui sont vraiment très vieux. On a des bateaux ici qui sont de 1870. Les classiques, alors c'est vrai que je crois que c'est à partir de 1950. Celui-là est de 1955. Il a été évidemment entièrement restauré. C'est des bateaux qui ont été construits en Italie dans les célèbres chantiers San Germani. Et qui était un peu la réponse contre un petit peu la rivalité qu'il y avait avec les célèbres chantiers écossais, anglais, irlandais. Et il y a aussi quelques bateaux qui sont modernes, mais sur des dessins anciens. Alors c'est vrai que des fois on les confond un peu, mais s'ils régatent aussi avec nous, c'est une espèce de mode qui revient un petit peu en ce moment. Les voitures qui ressemblent un peu aux anciennes voitures, les nouveaux bateaux qui ressemblent un peu aux anciens bateaux. Même sur les bateaux à moteur, on voit des espèces d'étraves de cuirassés comme ils avaient à l'époque. Dans les années 1800, donc c'est assez marrant. Et tout ça, ça se mélange, mais enfin évidemment la grande majorité sont des bateaux anciens, beaucoup d'avant-guerre, juste après-guerre. Et on a des bateaux ici qui vont on va dire de 6 mètres à 60 mètres. Alors, ce qu'on aime bien, donc, c'est un peu le vintage, c'est ça le mot générique? C'est le mot générique, c'est vintage, c'est l'évolution en fait avec le bois qu'on a eu jusque dans les années 60, 65 avant l'apparition du plastique, l'évolution des carènes et en même temps on s'aperçoit quand même que les bateaux anciens, on avait l'habitude de dire qu'ils ne marchaient pas parce qu'évidemment pour la croisière les gens avaient un peu coupé les mâts, raccourci les voiles pour que ça soit plus facile parce que les bateaux ne couraient plus. Après ils ont été abandonnés et puis après finalement quand les courses ont commencé à revenir à partir de 78 puisque c'est en fait moi, quelques amis de Cannes qui avons recréé les premières régates de vieux gréement avec un vieux bateau que j'ai toujours d'ailleurs, mais avec lequel je ne cours pas en ce moment, que cette espèce de flambée est montée après avec la fameuse New Largue à Saint-Tropez qui amenait les bateaux plus gros. Et puis en ce moment, c'est vrai que maintenant tout le monde veut sa course de vieux gréement, comme en voiture ancienne. D'ailleurs, chaque ville veut sa course de voiture, de vieilles voitures. Alors, parlez-nous justement un petit peu de Cannes, qu'on connaît moins bien forcément sur le plan nautique que sur le plan du festival du film. Il y avait au départ une société des régates, et maintenant il y a un yacht club, ça remonte quand même à 1800, je crois, 60, c'est une vieille histoire. Cannes, toute la tradition du yachting se retrouvait évidemment dans plusieurs courses entre l'Italie, Marseille, Cannes. Et Cannes était une ville très active début du siècle avec les fameuses régates royales de Cannes, où il y avait toutes les têtes couronnées, qui avaient alors ce qu'on appelle des bateaux de jauge qui rentrent dans une certaine catégorie de différentes longueurs. Il y a les 6 mètres, les 8 mètres, les 12 mètres qui faisaient la Coupe de l'América jusqu'aux bateaux plus grands. Et c'est vrai que les années 30 ont été très prolifiques à Cannes avec ces régates où tout le monde venait souvent finir le championnat de France ou le championnat du monde ici. Et puis c'est tombé en désuétude dans les années 63 ou 64. Et puis là, l'ère du bateau plastique est arrivée. Il y avait quelques régates, mais qui ne se passaient plus à Cannes. Et en 78, on a recréé ces régates qui aujourd'hui font partie des grandes classiques du circuit. Et il y a plein de régates. Il y a le Tour de Corse, il y a Imperia, il y a Porto de Cervo. Il y a des bateaux qui courent toute l'année et qui se retrouvent régulièrement tous les 8 ou tous les 15 jours à partir du mois on peut dire avril, jusqu'à Saint-Tropez qui clôt la saison. Donc les moteurs yachts qu'on voit plutôt à Antibes, Juan-les-Pins qui viennent naviguer dans la baie de Cannes laissent un peu de place de temps en temps à des bateaux à voile. Il y a de la place pour la voile. Il y a de la place pour la voile, il y a de la place pour tout le monde et c'est assez marrant parce que du jour au lendemain, dans les ports, le schéma, le visuel change complètement et aussi l'ambiance. Alors il y a tous les bateaux à moteur avec leur clientèle qui est plutôt haut de gamme. Et là on se retrouve avec tous les vieux bateaux. Alors le décor change complètement au niveau des bateaux et au niveau de l'ambiance. Là il y a toute l'ambiance des marins, des équipages évidemment qui font la fête. Il y a l'ambiance des gens qui aiment bien les vieux gréements. Ils viennent avec leurs vieilles voitures. Enfin il y a tout un mélange qui est assez vintage et puis qui est assez agréable. Alors, quelques mots sur le fonctionnement de votre bateau, le Lys. Les équipiers là, qui sont à bord, là, il y en a un certain nombre, sont des amis, des gens qui ont loué le bateau. Comment ça fonctionne?
Nous, pas du tout. Nous, on est entre copains, entre des gens qui ont l'habitude de naviguer un peu sur le bateau. On se retrouve régulièrement, soit pour la croisière, soit pour courir. Et puis des copains qui viennent filer la main, ce qu'on appelle son des mains. Certains connaissent rien au bateau. Et tout ça, ça se mélange sur tous les bateaux d'ailleurs. Il y a peu d'équipages complètement professionnels. Mais par contre, le niveau de savoir de régate a complètement changé par rapport aux premières éditions il y a une trentaine d'années où les gens ne savaient pas barrer, ne savaient pas régater et sont venus des gens beaucoup plus performants et aujourd'hui ça régate à haut niveau. Et d'ailleurs, pour être dans les deux milieux, le milieu de la course au large qui est en grand déclin aujourd'hui avec beaucoup moins de sponsors, l'argent a changé et est plutôt maintenant ici sur les vieux bateaux. Parce que ça coûte moins cher ? Non, parce que je pense que beaucoup de gens ont vendu leur boîte, ont réalisé pas mal de bénéfices. Et au lieu de sponsoriser des bateaux comme ils le faisaient à une époque pour la course au large, maintenant ils s'achètent un bateau, ils le barrent eux-mêmes et ils se payent un équipage. Ce qui est bien parce que ça fait naviguer tout le monde et on retrouve pas mal de gens. J'ai vu Sébastien Odigan, il y a plein de bons marins qui sont ici, qui viennent de la Coupe de l'América, qui viennent de la course au large et qui se retrouvent sur ces régates, mais il y a des gens qui n'ont jamais navigué et c'est assez marrant, surtout dans les manœuvres, de temps en temps, c'est stupéfiant. Alors, on reste un peu dans la voile, qui est quand même l'un de vos univers. Vous êtes toujours partant pour un tour du monde à l'envers. C'est toujours le projet qui vous tient vraiment à cœur. Oui, c'est la dernière porte du parcours que j'ai effectuée depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire effectuer les grandes premières, c'est de faire ce fameux record qui n'a toujours pas été réalisé, le Tour du monde à l'envers en solitaire en multicoque. Et là, c'est pour ça que j'ai racheté il y a 3 ans le trimaran d'Ellen MacArthur, mais malheureusement, je n'ai pas le budget de fonctionnement et je planche là-dessus depuis 3 ans. Et en ce moment, je peux vous dire, c'est pas facile. Donc le bateau actuellement est plutôt du côté de la Bretagne. Le bateau, le trimaran est à Brest. Et on rencontre pas mal de monde aussi sur les courses de vieux gréement. D'ailleurs, c'est avec une personne qui avait un vieux gréement avec qui j'ai pu acheter le bateau, d'ailleurs, il y a 3 ans. Et là, j'espère bien essayer de finir de trouver le budget de fonctionnement avant la fin de l'année. Est-ce que vous pensez qu'on voit un peu la renaissance des fameuses ultimes, là, avec le dernier Sodebo qui vient d'être baptisé, et puis cette catégorie de bateaux qui participe dans quelques semaines à la Route du Rhum. Vous pensez que c'est plutôt positif ? Non, c'est bien parce que ça fait des bateaux hors normes avec des marins solitaires à bord, donc il y a une certaine folie, comme il y a eu à une époque, mais malheureusement, ça profite qu'à un ou deux, et c'est ce qu'on avait vu à l'époque de Colas ou de Jean-Yves Terlin avec le Vendredi 13, avec le Club Méditerranée. Mais pour faire une flotte homogène et qu'il y ait vraiment une course, finalement, il faut qu'il y ait des bateaux qui soient un peu à armes égales. Et là, quand on part, comme dans la dernière Route du Rhum que j'ai fait avec le trimaran d'Ellen MacArthur, on savait au départ à peu près à quelle place on allait arriver en fonction de la vitesse des bateaux, quoi. Donc s'il y en a un qui casse, on gagne une place, mais après, donc ça enlève un petit peu de charme à la course et je pense que c'est dommage à dire, mais la Lali d'un milieu qui n'a pas su s'organiser, on essaye de récupérer des bateaux pour faire un peu de buzz, parce que de grands bateaux, ça fait un peu de presse, en même temps que ça finit de carboniser les derniers sponsors, parce qu'on va parler que d'un bateau. Et les autres passent à l'as, donc le milieu est complètement en train de plonger. Avant, on se retrouvait avec des routes du Rhum avec 21 bateaux multicoques sur une ligne de départ. Ils l'ont massacré, ils ont créé une autre discipline qui est morte avant d'être née. Et là, alors ils vont se retrouver avec plein de petits bateaux, mais pour moi, après, ça ne sera plus la route du Rhum. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas cherché à la refaire cette année. Puis en plus maintenant, il faut passer des diplômes de sapeur-pompier ou de je sais pas quoi. Et moi, j'ai fait du Photoshop la dernière fois, mais je ne le ferai pas 2 fois. Et on va juste terminer sur le reste. Vous continuez à aimer la voiture. Vous allez refaire un jour le Dakar. Vous êtes parti pour d'autres projets mécaniques, sport mécanique. Je ne suis pas du tout reparti là-dessus, mais en cherchant pour le bateau, j'ai un avancement pour le Dakar, comme quoi pour l'année prochaine. Sans doute avec un buggy, avec une propulsion mixte moteur électricité. C'est en train de plancher avec un gros groupe indien en ce moment et c'est toujours assez bizarre quand même parce que souvent j'ai cherché pour le bateau, ça m'a amené la voiture et c'est la voiture qui m'a fait vivre pour que je puisse faire du bateau. Donc c'était un bon mixte. Mais pour l'instant, c'est sûr que je me concentre surtout sur mon autre projet bateau. Bon. En priorité. Dernière question, Philippe Monet. Donc, vous avez été un peu, on va le dire, négatif sur l'évolution de la voile, la course au large aujourd'hui, mais ça va renaître, ça va repartir un jour. Il faut prendre un cahier des charges strict en disant qu'il faut avoir une flotte de bateaux, il faut avoir
des circuits avec plusieurs courses et il faut avoir une visibilité sur 4 ans. Et quand on fait une course avec un certain type de bateau, combien coûtent les bateaux, qui peut les payer et ces gens qui peuvent les payer, où est-ce qu'ils sont? Voilà, c'est tout. Là, on a aujourd'hui tout recentré sur la France, qui est un pays qui va mal. Bon, ça se voit, ça se sent depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est l'étranger, c'est l'international avec des bateaux qui valent 4 millions d'euros. Voilà, mais on fait que du national, donc ça crève. Et tant qu'il n'y aura pas ça, c'est ce qu'ils ont fait en Formule 1, c'est ce qu'ils ont fait dans le Golfe, c'est ce qu'ils feront sur les rallye raids. Aujourd'hui, c'est le monde. Avec un bateau à 4 millions, c'est le monde. Avec des bateaux à 100 000 euros, c'est du régional. Voilà. Donc aller courir dans les pays émergents. Bah, faire un circuit au moins. Là, quand on va vendre quelque chose à un partenaire, on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme course, on ne sait pas qui va venir au dernier moment. Il n'y a aucune visibilité et les télés s'en sont d'ailleurs pas mal désengagées, alors que c'est un sport quand même qui est extraordinaire, mais il manque un chef d'orchestre de tout ça et qui fasse un peu, qui est du génie, comme il y avait à l'époque Michel Etévenon, des grands noms comme ça, qui n'étaient pas de la voile d'ailleurs au début. Michel Etévenon qui a créé la Route du Rhum, c'était le directeur de communication de Bruno Cocatrix à l'Olympia. C'était un mec de spectacle et la Route du Rhum c'était un spectacle. Et le frère de Micheline Dax d'ailleurs. Peut-être bien, vous en savez plus que moi. Donc le message de Philippe Bonnet, c'est qu'on cherche le Herbert von Karajan pour organiser la voile de demain. Exactement. Une belle partition, parce qu'il y a de quoi faire. Merci beaucoup Philippe Bonnet. On se retrouve très vite pour À Bon Port sur Mensub TV pour de nouvelles aventures. Au revoir.